Bonjour, bonjour Caroline. Bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vers toi pour te présenter et parler ensemble de l'astrologie archétypale. Et j'avais envie, voilà, d'aborder ce sujet avec toi. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est l'astrologie archétypale? La Oui, différence peut-être de l'astrologie qu'on connaît comme ça. c'est un mouvement qui est beaucoup venu aussi, qu'on a commencé, qui a été utilisé beaucoup aux États-Unis par un monsieur qui s'appelait Richard Tarnas, qui a remarqué en fait en étudiant les grands alignements planétaires, notamment de Pluton et d'Uranus, qui correspondaient aux grands changements sociétaux ou révolutionnaires dans notre société. Hein. Et il y a cette idée que l'astrologie, c'est astrologos, hein, normalement c'est le discours sur les astres, mais les planètes sont des expressions archétypales, c'est-à-dire qu'elles expriment un archétype, comme Saturne peut être l'archétype du vieux sage. Et moi, ce que j'aime dans cette vision de l'astrologie, c'est que ça permet théoriquement aussi d'utiliser les mythes, d'utiliser les images, d'utiliser le symbolisme, et donc d'ouvrir vraiment le thème de naissance, si tu veux, comme une cartographie symbolique de notre micro-intériorité, comme étant un reflet aussi des grands courants du macro, et donc peut-être de sortir aussi d'une vision de l'astrologie qui serait trop basée sur la personnalité, tu vois, sur le symbole, oui, du soleil, mais d'une description de la personnalité. Par exemple, on dit souvent, oui, le zodiaque, les signes du zodiaque, ils vont décrire des comportements, ils vont décrire des images de la personnalité, mais le zodiaque, c'est aussi les demeures célestes, on disait, des planètes, hein, et ça permet de décrire des schèmes organisateurs, si tu veux, de notre intériorité, mais aussi du cosmos. Donc je trouve que c'est une astrologie qui va nous relier, en fait, peut-être pas forcément toujours expliquer, elle explique, elle donne du sens, surtout, mais parce qu'elle nous remet en alignement avec des grands courants du cosmos. Et je trouve que ça peut aider, pas forcément à résoudre tous nos problèmes ou être la meilleure version de nous-mêmes ou tout ce blabla, mais à nous sentir en phase avec quelque chose de bien plus grand que nous, justement, de retrouver, en fait, derrière certaines dynamiques, alors qui peuvent être lues aussi, tu sais, dans un thème, on peut toujours lire la dynamique intérieure, mais elles vont nous rappeler que derrière, il y a un mythe, que derrière, il y a une essence archétypale qui nous reconnecte à quelque chose de bien plus grand que nous. Enfin, voilà, moi, c'est pour ça que ça me fascine et me plaît de plus en plus dans euh, dans ce souci, à un moment donné, depuis le début que je fais de l'astrologie, de me dire, mais comment ça peut être autre chose, ou remettre aussi peut-être un autre discours sur l'astrologie qui, peut-être je vais me répéter, dépasse justement juste moi, nous, enfin moi, qui je suis, nanana. Enfin Mhm. oui, il y a qui je suis, mais qui je suis dans le grand tout. D'accord. Donc, par exemple, j'imagine, on fait un thème natal, et du Mhm. coup, est-ce que ça veut dire qu'on est soi-même habité d'un archétype ou d'un mythe, ou est-ce que ça veut dire aussi que, en tant que personne, à un moment donné, on est né à une période, quelque chose comme ça, et on s'inscrit dans un grand Oui, mythe ou un grand archétype, en fait. oui, il y a les deux parce que je pense qu'on a plusieurs. Enfin, les planètes sont des images archétypales. Une planète n'est pas un archétype, sinon mes profs jungiens me diraient attention. Hein. Une planète n'est pas un archétype, c'est un raccourci de langage qu'on fait puisque l'archétype on peut pas le saisir, mais il s'exprime au travers de mythes, au travers d'images, au travers de symboles. Et le thème de naissance est un formidable réservoir symbolique en fait quand tu y penses. Hein. Donc en effet, il y a forcément les planètes les plus lentes comme je sais pas, les gens qui vont être nés au moment de Saturne-Pluton en 2020, ils s'inscrivent aussi dans ce qui se passait, dans un contexte, dans l'effondrement de certaines structures. Hein. Donc on peut voir ça. Et puis après, surtout, c'est un peu comme si notre thème était un peu le chemin du héros, si tu veux, ou de l'héroïne. Hein, et qu'il y a des moments dans notre vie, on a un petit peu cette cartographie qui sont nos données, si tu veux, avec lesquelles on est, et les initiations qu'on va avoir par Saturne. Et puis après, il y a des grands moments de vie où là, on peut rencontrer Saturne. Donc on peut avoir l'image de Saturne qui peut se manifester par ce symbole du temps, ce symbole de la sagesse, ou au contraire ce symbole de sentiment qu'on est très restreint. Hein. Donc je pense que, en effet, ça va traduire dans notre thème de naissance les grands mythes qui peuvent nous habiter ou auxquels on peut se relier, mais aussi peut-être des moments de vie charnières, hein,
ou comme par exemple le héros qui doit à un moment donné, tous les héros solaires, ils sont descendus. Hein, donc on pourrait dire, est-ce que c'est parce qu'on rencontre Pluton à ce moment-là, ou est-ce qu'on rencontre une planète du seuil qui nous entraîne justement dans ce dialogue avec la richesse cachée qui était dans notre inconscient, par exemple. Hein. Donc c'est ça, moi, que je trouve assez fascinant, si tu veux. Mais par contre, on en a certains avec lesquels on s'identifie plus, mais un des dangers, c'est justement croire qu'on est, c'est qu'une planète usurpe notre thème. Hein. Si tu te dis, tu t'identifies beaucoup à Saturne, la vie va être un fardeau. Si c'est à Pluton, tout va être dramatique. Si c'est à Uranus, tout va être révolution. Si c'est à Neptune, tout va être un peu je nage dans l'océan cosmique et love and light. Enfin, je caricature. Mais... Mm-hmm. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que du coup, un archétype a un côté lumineux et un côté plus obscur. Oui. Et du coup, vers quoi on tend? Est-ce que finalement on se laisse imprégner par ces deux couleurs en fait? Alors moi je le vois beaucoup avec les planètes, surtout les planètes quand on rencontre les planètes. Regarde actuellement, peut-être pour le rendre plus concret, si on a Saturne qui est en Poisson. Hein, donc Saturne en Poisson, dans son expression de l'ombre, on peut voir cette sorte soit de dissolution des limites. Hein. Je pense notamment par rapport à des événements de l'actualité où on se dit, mais même il y a même plus de règles, même dans des choses comme la guerre où il y a tu vois, une absence totale de limites, de règles, où tu te dis, mais on arrive à une sorte de tragédie où il n'y a aucune structure, aucun cadre. Hein. Où on peut le voir aussi, par exemple, dans le contrôle accru sur certaines professions aussi liées à des choses alternatives. Hein, donc ça, c'est l'ombre. Hein, c'est son expression ombre. Comme un archétype, il est multivalent, il va s'exprimer dans... on ne peut pas vraiment saisir, il va s'exprimer justement dans toutes ces différentes facettes. Hein. Tu peux revoir aussi Saturne en Poisson, où dans certains pays, il y a des problèmes de contamination avec l'eau. Très simplement, il s'exprime par les problématiques liées à l'eau, les problématiques d'empoisonnement de l'eau ou des choses comme ça. Hein. Mais dans la lumière, Saturne en Poisson, c'est l'obligation, je pense, pour Saturne, il y a cette idée de responsabilité où on se dit par rapport au Poisson, qui est des fois un peu ce flou artistique, soit New Age, soit spirituel, soit métaphysique. Avec Saturne, on veut mettre de la rectitude, on veut mettre de l'intégrité. Tu sais, il y a toutes les dérives New Age, par exemple, qui sont... donc, on voit aussi le côté lumineux, c'est-à-dire le besoin de s'engager aussi, par exemple, dans certaines pratiques, d'essentialiser la pratique. Donc, oui, tout a... Et c'est pour ça que les anciens, ils appelaient les planètes les étoiles errantes. C'était pas les étoiles fixes, comme sont les étoiles des constellations, hein, qui, elles, quelque part, sont pas soumises autant à la dualité, on pourrait dire. Mais les planètes, hein, les expressions archétypales que sont les planètes, au travers de leurs images, de leurs mythes qu'elles nous racontent, elles ont quand même une ambivalence. Hein. On le voit très bien avec Vénus. Vénus, oui, c'est l'amour et c'est la joie, mais c'est aussi la vanité, l'orgueil et la jalousie. Hein. Donc c'est ça. Et souvent, les personnes dans leur vie, ils vivent l'ombre. Et je trouve que tout le travail qui est magnifique, c'est de montrer, surtout pour Saturne, où tout le monde sent, c'est la restriction, c'est la crise, c'est la faute à l'État, c'est la faute aux institutions, c'est la faute au karma. Hein. Je crois que c'est la planète la plus dure à voir la lumière, parce que la lumière de Saturne, elle est à l'essentiel. Faites silence. Elle n'est pas très sexy pour la plupart des gens. Tu sais, elle est très disciplinée, très... voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ce que je me demandais, c'est comment tu en es venue à aller vers l'astrologie archétypale. Est-ce qu'au départ, tu étais plus dans quelque chose qui était une astrologie qu'on connaît, qui peut être, on consulte quelqu'un, on a une lecture, ou on consulte des horoscopes, etc. Et après, il y a comme j'ai l'impression comme un mouvement où tu t'es intéressée. En fait, je pense que je l'ai toujours fait, mais je le nommais pas. Et après, j'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui avaient théorisé ça et qu'il y avait une réflexion. Et c'est parce que tout le monde me disait, moi, je réfléchis pas trop sur je sais pas comment dire, je me pense pas trop comment je fais, qu'est-ce que je fais. Je le fais parce que ça descend et ça vient. Mais j'adorais les mythes et je me disais, mais comment je peux Saturne en Poisson, comment est-ce que vraiment je peux mettre un cadre qui est pas que de moi, mais où il y a un fondement en fait à utiliser les mythes, à utiliser aussi. J'étais toujours, alors j'étais pas la seule, mais avec le podcast qu'on fait avec Alchimie du ciel, on avait toujours cette idée de répéter, mais le symbole il est vivant. Et je me suis dit, mais oui, on va de plus en plus vers une astrologie où
on littéralise le signe, c'est-à-dire Gémeaux égale ta ta ta. Donc en fait, on fait une sorte d'équation, mais ça devient un signe, c'est-à-dire il n'y a plus du tout la notion du symbole qui a un côté qu'on connaît et un côté qu'on connaît pas, et ça fait dialoguer quelque chose. Hein. Et je me disais, mais pourquoi les mythes me fascinent? Et en fait, bah, forcément, parler d'astrologie archétypale me permet aussi, puisque l'archétype va s'exprimer au travers des grands mythes et que l'astrologie est un réservoir puisque les planètes ont été nommées par des noms liés à la mythologie. Donc c'est fascinant. C'est une sorte de porte d'entrée fascinante. Mais je les ai toujours utilisées, mais seulement j'avais pas forcément nommé. Hein. Et après, j'ai jamais eu, comme j'ai été formée un petit peu de partout, de par aussi ma localisation géographique et l'accès que j'avais, ou les langues, les 3 langues dans lesquelles je peux pratiquer et lire l'astrologie, hein, l'espagnol, l'anglais et le français, ça m'a permis aussi de jamais m'enfermer dans un courant. Parce que j'ai toujours vu d'où ça venait en lien avec la culture. Ça, c'est très français. Ah, ça, c'est très américain. Ah, ça, c'est, alors, espagnol, peut-être un peu moins, c'est celui que je connais peut-être le moins, mais donc, ça m'a aidé, en fait, et puis c'est lié à mon propre thème. Donc, ça, c'est après, j'ai Uranus au milieu du ciel, Jupiter. Une de mes profs d'astro m'avait dit, tu feras de l'astrologie à ta façon. C'est ce que les gens me disent, mais moi, je le vois pas, parce que forcément, j'ai pas de reflet, forcément. Ou je cherche pas. Ça vient juste. Et ça te demande de connaître beaucoup la mythologie, de connaître les histoires, euh, d'avoir un référentiel. Est-ce que ça veut dire que du coup tu lis beaucoup Bah, en fait, je me suis rendu compte, là, hier, je relisais un truc sur les contes de fées, parce qu'il y a aussi dans les contes. Et moi, je me rappelle que petite, déjà, j'allais à la bibliothèque et il y avait une sorte des collections de livres de tous les contes et légendes de tous les pays. Ma grand-mère avait les contes et je lisais tous les contes et je les ai relus et relus et relus. Et en fait, j'aime beaucoup les mythes. Donc oui, je lis beaucoup. J'habite aussi au Guatemala, où c'est un pays où on a moins de distractions, je trouve. Enfin, on peut avoir des distractions, mais c'est pas du tout les distractions qui me plaisent. Du coup, je lis beaucoup et j'aime beaucoup écouter les mythes aussi. On peut aussi les écouter. Donc, j'écoute souvent des podcasts aussi. Alors souvent en anglais, hein, liés aux mythes. Là, il y a un podcast magnifique pour ceux qui aiment les mythes, je crois, de France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre le samedi, qui est aussi super. Et puis après, oui, la lecture des histoires, des mythes, aller chercher. et la question aussi qui me traversait là, c'est-à-dire que quand on parle de symboles, je me disais peut-être les personnes qui nous écoutent, peut-être que ça peut sembler chinois de se dire mais qu'est-ce que c'est un symbole? Comment j'utilise un symbole? Ça peut sembler très abstrait. Est-ce que, est-ce que Bah, il tu y a aurais une... il y a un mystère dans le symbole, mais peut-être la différence entre un signe et un symbole. Les signes, c'est, vous voyez le sens interdit, vous savez que littéralement, il faut vous arrêter. Vous voyez le symbole de Vénus, on sait que c'est le féminin, mais plus on réfléchit, on médite sur le symbole, on essaye de le comprendre, plus elle se révèle, il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas qui nous est révélé. Hein. Par contre, quand on enferme le symbole, si on vous dit, ah bah non, vous avez Vénus en Gémeaux, vous êtes dispersé. Là, on vous a enfermé. On n'a pas laissé voir que peut-être ce symbole, il évoque le mouvement, il évoque les anciennes déesses qui étaient doubles. Enfin, il y a une sorte de, on peut amplifier le symbole, c'est ce que disent, hein, cette amplification symbolique pour voir comment ça résonne vraiment avec nous. Moi, je me dis des fois, le thème de naissance, il me fait penser un peu à la façon dont on approche les rêves. C'est-à-dire que ça paraît un peu chinois, un rêve. On a plein de personnages, c'est contradictoire, et pourtant on sait que chaque partie du rêve nous reflète. Bah, c'est un petit peu pareil, le thème de naissance, c'est un petit peu ça. Chacun est un personnage, il y en a qui sont complètement différents, ça nous semble chinois, et pourtant il y a un mystère, on apprend toujours quelque chose qu'on ne savait pas, un peu comme dans un rêve. Même si ça paraît évident, on se dit, ah bah non, c'est bon, ma Vénus, elle est en Gémeaux, et c'est comme ça. Mais en fait, non, plus on réfléchit, plus on se laisse inspirer, plus on dialogue avec ces énergies, il y a quelque chose qui nous est révélé. Hein. Donc, c'est un symbole, il va nous révéler quelque chose qu'on ne connaissait pas. Heureusement que le sens interdit nous révèle rien, sinon on aurait beaucoup d'accidents, tu vois, beaucoup d'accidents. Donc, est-ce que ce que je me demandais, est-ce que cette lecture en fait de l'astrologie archétypale, elle va nous accompagner à travailler dans les profondeurs, dans l'inconscient? Est-ce qu'elle va permettre de révéler quelque chose de soi ou collectivement? Oui, je pense qu'elle permet Après, voilà, c'est toujours pareil dans la pratique astrologique. Hein. Moi, je suis fascinée en autodidacte par Jung, les archétypes. Enfin, je suis en études jungiennes, hein, mais j'ai pas de licence psy. Donc, quand t'as pas de licence psy, tu peux pas être thérapeute jungien. Enfin, il y a quand même cette règle saturnienne à clarifier.
pareil dans la pratique astrologique. Hein. Moi, je trouve que l'astrologie, ce qu'elle permet, c'est de révéler plein de choses qu'après, en effet, peut-être la personne va aller travailler avec quelqu'un qui a une formation pour cela. Mais elle fait, c'est ce que disait Jung, il y a des écrits qui sont pas traduits en français, qui ont été traduits par justement John Le Grice et Saffron Rossi, qui sont deux astrologues archétypales aux États-Unis, où on voit que Jung, il disait qu'il utilisait souvent les thèmes de naissance de certains patients pour trouver des insights. Hein. Donc, je sais pas comment, pour trouver vraiment des inspirations quand il n'en avait plus. Hein. Donc, en fait, le thème, c'est une sorte de formidable, tu sais, comment dire, inspiration où tu as plein de choses. Des fois, même pour les gens, c'est trop. C'est quelque chose on devrait faire des séances peut-être en 10 fois sur le thème, hein, mais pour des raisons bah voilà, pratiques ou parce que peut-être on n'a pas encore éduqué vraiment pour comprendre aux gens. Euh, voilà, où on n'ose pas peut-être, mais c'est un formidable. Il y a plein de clés en fait. Mais je trouve que c'est plein de portes qui s'ouvrent parce que justement c'est une autre approche. On nous raconte une histoire où quelqu'un qui vous connaît pas du tout parle de quelque chose qui rentre en résonance par le biais justement par cette médiation d'un symbole. Donc il n'y a pas un discours sur l'autre, mais c'est par le biais de quelque chose. Donc oui, ça permet souvent de prendre conscience de dynamique. Et moi, ce que j'adore dans la vie, c'est moi j'observe tout le temps. Hier, il y avait Mercure-Neptune. Ah bah oui, j'ai vu comment Mercure-Neptune, c'est comme si les planètes ont un langage. Et des fois, on voit les situations qui parlent ce langage ou les gens qui parlent le langage. Les gens parlent depuis leur thème. Et quand tu connais le thème ou quand tu connais ton propre thème, tu vois ta propre caricature, des fois, de comment tu parles. Donc, c'est ça qui est fou. Et ça permet aussi de voir justement les endroits où on peut soit se raconter des histoires ou des choses, des potentiels qu'on a à développer. Le lieu où on a Vénus et quand on cherche où trouver de la joie dans notre vie, ou trouver justement comment se reflètent nos valeurs, le thème peut être un indicateur. Mais pourquoi l'approche symbolique est importante? C'est pas enfermé. Sinon, on va dire, t'as Vénus en Cancer, tu dois avoir une famille. Mais Vénus en Cancer, Jung avait Vénus en Cancer. C'est tout le monde symbolique, des images. Donc, plus tu amplifies, moins tu as de chances d'enfermer la personne dans une signification. Peut-être ça lui parle pas du tout le truc de la famille. Voilà. Et tu proposes en fait assez régulièrement, sur une semaine, ça s'appelle des astro-oracles. Oui, alors des fois, là, je ne l'ai pas fait parce que Mercure était rétrograde. Alors, j'avais plus comment l'appeler. Je propose en fait des lectures un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans le ciel, mais pas du tout d'une manière, justement, c'est ce qu'on dit, on peut dire par exemple, l'astrologie peut être archétypalement prédictive. Je m'explique. Si on sait que l'année 2024 est marquée par le Verseau, avec Pluton en Verseau et Uranus, et que Uranus est la planète de ce qui est imprédicible, on dit en français impredictable, ce qui n'est pas prévisible, on imagine que c'est une année d'inattendus, de choses inattendues, de renversement de situation. Par contre, tu vas pas aller dire aux gens quand tu as un transit d'Uranus, alors vous allez vous faire virer de votre travail, c'est la manière dont la vie va être imprévisible avec vous. Non, tu peux juste voir que peut-être au niveau professionnel, il y a quelque chose d'imprévisible et pour des gens, ça va être une opportunité formidable où ils vont se rendre compte que leur truc les saoulait depuis 10 ans et ils vont se lancer dans je sais pas, vendre, je sais pas, se mettre à fabriquer des pots, enfin n'importe quoi. Donc, par contre, il y avait cette notion d'imprévu qu'on peut lire avec les planètes. Mais la manifestation concrète, je trouve que là, on enferme les gens. On sait, comme là, ce qui s'est passé en octobre-novembre, qu'avec Mars, on allait être confronté à l'archétype de Mars qui est lié au guerrier. Et qui est lié à la façon dont on vit la violence, l'épée, la droiture, l'action. Je pense que ça s'est vu, mais on n'allait pas, voilà. Mais c'est difficile des fois de dire ça va se manifester dans la réalité comme ça, comme ça. Des fois, on le dit sans s'en rendre compte, mais c'est pas voulu. Et comme tu parlais de l'année 2024, est-ce que sur cette année-là qui va bientôt commencer, il y a comme ça des mythes, des archétypes collectivement? L'uranien. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux grands mythes. Il y a l'uranien, donc qu'on lit plus, même si la planète est appelée Uranus, on lit plus le mythe d'Uranus à Prométhée. Donc Prométhée, c'est celui qui vole justement le feu aux dieux pour éclairer l'humanité. Avec cette ambiguïté, je pense que va nous poser le progrès et les nouvelles technologies. Est-ce que ça nous fait vraiment nous libérer et nous permettre la conscience et en effet, ça va nous faciliter peut-être des choses de la conscience
ou est-ce qu'au contraire, comme ça fait partie du mythe, on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore et de libérer tous les maux de l'humanité. Donc je pense qu'il y a un de ces questionnements. Un des autres questionnements d'un point de vue mythique, c'est Pluton en Verseau, qui dit différemment la même chose, mais là, vraiment qui parle, et ça, ça a vraiment été très bien écrit par Luc Biget, pour citer les sources. Alors, il l'a pas appliqué à 2024, mais pour la racine, c'est Pluton en Verseau. Je pense que c'est tout le lien à l'intelligence artificielle. Alors, c'est une des expressions de Pluton en Verseau, mais c'est est-ce qu'on va faire des pactes faustiens, donc le docteur Faust, c'est celui qui fait un pacte avec le diable, en tout cas un émissaire du diable, parce qu'il a soif de connaissance, et à un moment donné, il est tellement convaincu qu'il a accès à la connaissance, que ce soit du bas, du haut, qui se coupe de sa capacité symbolique, justement, qui se coupe de sa capacité du cœur, et qui se coupe aussi, on pourrait dire, de toutes les expressions vénusiennes. Et on sait qu'une ombre du Verseau, c'est la froideur. C'est la froideur d'une technologie coupée du cœur. Donc voilà, il peut y avoir jusqu'où on va faire collectivement parlant des pactes faustiens avec la technologie. Oui, parce que Faust, il vend son âme, non? C'est ça, au diable. Parce qu'il a soif de Dans connaissance. Ouais. Et pour finir notre échange, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais aborder, nous transmettre? Non, après, je pense, voilà, comme on a dit qu'il y avait une ombre et une lumière à tout, je pense que des fois, il y a des gens qui ont peur avec l'astrologie, comme si l'astrologie fait peur, Mercure rétrograde, Pluton en Verseau. Alors déjà, peut-être dire que Pluton en Verseau, ça va être 20 ans. Donc, si on commence à angoisser tout de suite, on n'est pas sorti de l'auberge, parce qu'on en a pour 20 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain, c'est des grands changements sociétaux. Que l'autre hit, on pourrait dire astrologique de l'année, qui est Jupiter-Uranus, je crois que c'est le 21 ou 24 avril 2024, pareil, c'est des grands changements, c'est des planètes lentes. Alors, ne croyez pas que vous avez loupé le coche parce que le 21 avril, il se passe rien. Donc, il faut faire attention aussi à tous ces effets, à tout cet événementiel aussi. Tout est cyclique, ça dépend où ça tombe. Et il y a toujours la lumière et il y a toujours l'ombre. Donc, souvent, c'est aussi regarder complètement l'autre côté de quelque chose. Quand Mercure est rétrograde, ça permet d'aller dans l'intériorité, d'écouter. Alors oui, il y a plein de choses qui se passent pas. Moi, je vois, ma connexion Internet a été nulle, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, je pense qu'il y a cette idée. Je me dis, l'astrologie, pour moi, peut aider vraiment à mettre du sens avec sa limite. Qu'il y a du poisson, qu'il y a de la maison douce, donc il y a toujours un mystère. Donc, on ne peut pas tout saisir non plus. Il n'y a pas non plus ce nouveau dieu de l'astrologie, tu vois, qui pourrait être aussi une manifestation de Pluton en Verseau. Mais surtout, ne pas se faire peur avec nos propres placements. Moi, combien de gens, des fois, des gens, ils ont peur avec leurs placements. Il y a notre lot, si tu veux, en lien avec quoi on doit composer. Mais je pense pas qu'on. Il y a des choses, mais comme, je sais pas si on est né, je sais même plus quel je suis. Si né châtain, t'es né châtain. Bon, tu peux te faire décolorer, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu seras pas blond. Voilà, c'est une donnée. Tu vois, il y a certaines données comme ça. Mais voilà, moi peut-être ce que je veux transmettre, c'est surtout ne pas. Il vaut mieux arrêter d'écouter de l'astrologie telle qu'elle soit si c'est pour alimenter son anxiété, quoi. Mmh. Ouais, merci parce qu'en fait, ça peut-être, ça, en tout cas moi, ça m'éclaire sur le fait que l'astrologie, c'est pas une forme de voyance, de prédiction, mais plutôt une connaissance de soi. Et que des la grands tentation, cycles. ouais, elle est d'aller vers peut-être des fois des réponses magiques et que c'est peut-être pas la vocation, en tout cas, de l'astrologie, mais Tu peux voir des choses, comme je dis, tu sens bien moi je le vois, tu le vois dans ton thème, tu dis Saturne, ça va grincer dans cette relation-là, tu le vois, tu anticipes et tu le sens, enfin tu peux, après il faut oublier, moi je dis toujours aux gens, voyez, puis oublier, puis après corréler avec ce qui se passe. Donc c'est pas c'était la différence qu'il y avait entre divination et prédiction. Divination, ça voulait dire être inspiré par le divin. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de l'inspiration. La prédiction, quelque part, pour moi, j'imagine toujours que c'est comme s'il y a des lignes de temps des personnes, et quand tu prédis, tu coupes les gens de leur ligne de temps. Tu les enfermes tu les condamnes en fait. Et c'est comment tu peux, comme là, ce que j'ai dit sur 2024, alors il y a ces choses-là, on va avoir ces défis-là, chacun va les vivre à sa manière, mais pas vous dire c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse.
Même si Pluton en Verseau, il peut avoir cette tonalité, mais ça fait partie de son archétype. De nous faire croire à quelque chose des profondeurs qui va venir tout détruire. C'est peut-être pour un renouveau en même temps. Hein. Bah, c'est la promesse de Pluton, mais ce que je veux dire, c'est que tout est. Enfin, des fois, c'est le langage des planètes, et des fois, on se fait avoir même par le langage des planètes. Oui. Mais j'aimais bien ce que tu disais, que c'était un éboueur. Et je trouvais ça intéressant parce que l'éboueur, c'est aussi un nettoyage. Donc, oui, c'est un nettoyage. Bah, Pluton en Verseau, moi, j'imagine toujours, c'était Stéphane Arroyo qui disait cette image-là. Il dit c'est un furoncle. C'est comme quand tu as un bouton. Tu le perces, tu le perces. Et si plus tu t'acharnes dessus, plus ça s'infecte. Et vraiment, l'idée de Pluton, c'est qu'il y a quelque chose qui veut sortir, qu'on ne voyait pas. Hein. Donc, il y a quelque chose tu vois, c'est Pluton en Verseau, c'est aussi peut-être tout ce qu'on ne voyait pas sur la technologie, mais ça peut être aussi justement toutes les technologies cachées, hein, c'est-à-dire tous les minerais qu'on ne savait pas qui pouvaient nous aider à inventer des nouvelles façons de continuer à peut-être renouveler, tu vois, à plus utiliser des énergies fossiles. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, il peut aussi permettre des révélations, hein, parce que Pluton, c'est pas seulement le dieu des enfers, c'est le dieu des minerais et des ressources. Donc, mais par contre, c'était caché. C'est le monde souterrain. Et ça, c'est intéressant quand tu regardes la mythologie. Il y a énormément de noms, mais il y a le monde des enfers, il y a le monde du souterrain. C'est pas forcément toujours la même chose. Hein. Et Pluton, c'était Plutus, c'était la richesse qui était cachée. Donc, il y a aussi un trésor qu'on va trouver. Par contre, c'est pas confortable parce que c'est Pluton. Donc, c'est toujours, c'est pas comme quand on a un bouton, c'est pas confortable. Merci Caroline de ce partage ensemble. De rien. Je mettrai le lien vers ton site pour les personnes qui ont envie de te retrouver ou d'aller écouter quand tu mets régulièrement ces astro-oracles. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt, merci. Alors là, je fais terminer.